Je m'appelle Jake McDonald, et ce que je m'apprête à vous raconter va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le programme Apollo. Je suis journaliste de profession, ou du moins, je l'étais avant que tout cela n'arrive. Ma femme, Sarah Chen, et moi-même travaillions comme journalistes d'investigation pour de grandes agences de presse, traquant les scandales de corruption et les complots gouvernementaux sur 3 continents. Nous avons dénoncé des marchands d'armes en Europe de l'Est, traqué des criminels de guerre en Amérique du Sud et révélé des complots d'entreprises dont les ramifications remontaient jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Nous pensions avoir tout vu, mais il y a quelques années, nous avons quitté ce monde pour devenir des documentaristes indépendants, troquant la pression constante des délais et des rédacteurs en chef contre la satisfaction tranquille de raconter des histoires oubliées à notre propre rythme. Nous pensions en avoir fini avec la chasse aux complots gouvernementaux et les plonger dans les méandres menant à des documents secrets et à des appels téléphoniques menaçants au milieu de la nuit. Nous pensions avoir trouvé la paix dans notre coin tranquille du monde, en tournant des films sur les pages perdues de l'histoire pour lesquels on ne nous tuerait pas. Nous avions cru si durement, si catastrophiquement. La vérité, c'est qu'après la dernière mission Apollo en 1972, on a dit au monde que c'était la fin des missions habitées de vers la Lune. Réduction budgétaire, disait-on. Manque d'intérêt public. La guerre froide touchait à sa fin, la course à l'espace était terminée et l'Amérique avait prouvé sa supériorité technologique. Il était temps de passer à d'autres priorités, de se concentrer sur les problèmes ici, sur Terre, au lieu de dépenser des milliards de dollars pour envoyer des hommes dans le vide. Mais ce n'était pas la véritable raison pour laquelle le programme Apollo avait pris fin si soudainement, si complètement, si définitivement. Il n'avait pas été interrompu parce que le Congrès avait réduit son financement ou parce que le public américain s'était lassé des alunisages. Il avait été interrompu à cause de ce que les astronautes avaient rapporté avec eux. L'un d'entre eux, le commandant Neil Weston, n'a plus jamais été revu après son retour discret sur Terre. Oh, bien sûr, il y a eu des communiqués de presse et des déclarations officielles, des annonces soigneusement formulées concernant sa nouvelle affectation, l'analyse des données de la mission au siège de la NASA, une retraite héroïque, comme ils l'ont appelé, une transition méritée d'un travail dangereux dans l'exploration spatiale vers un domaine plus sûr, celui de la formation des futurs astronautes et de la révision des protocoles de vol. Mais ceux d'entre nous qui savaient lire entre les lignes, qui comprenaient le langage subtil des subterfuges gouvernementaux, pouvaient discerner la vérité cachée sous un mensonge soigneusement construit. Neil Weston n'a pas été promu. On l'a fait disparaître, et la véritable histoire de ce qui lui est arrivé a été enterrée profondément dans le désert du Nevada, avec des secrets qui ne devaient jamais être révélés. Tout a commencé à la fin de l'année 2023, lorsque Sarah a vidé la maison de son défunt grand-père après ses funérailles. Son grand-père, Thomas Chen, était mécanicien dans l'armée de l'air dans les années 70. Il travaillait près de Groom Lake, sur des avions secrets, et entretenait des équipements pour des projets qui n'existaient pas officiellement. Mais pendant toutes les années où Sarah l'avait connu, lors des dîners en famille, des fêtes et des soirées tranquilles sur sa terrasse, il n'avait jamais dit un mot sur son service militaire. Pas une seule fois. Ce n'était pas seulement parce qu'il était discret ou qu'il traitait les informations secrètes avec professionnalisme. Il semblait que ces années de sa vie avaient été complètement effacées de sa mémoire, ou peut-être de son désir de se souvenir. Chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur son service, son regard devenait absent et flou, et il changeait de sujet avec l'aisance d'un homme qui avait fait cela pendant des décennies. Mais son comportement au cours des dernières semaines de sa vie était extrêmement inquiétant. La grand-mère de Sarah l'avait appelé plusieurs fois
la voix tremblante d'inquiétude, pour lui raconter comment elle avait trouvé son mari debout dans le jardin à 3 ou 4 heures du matin, encore en pyjama, le regard vide, presque hypnotisé, fixé sur la lune. Quand elle essayait de lui parler, de le convaincre de rentrer dans la maison où il faisait chaud, il ne répondait pas. Il restait simplement là, immobile, parfois pendant des heures, ses yeux suivant avec une précision mécanique le mouvement de la lune dans le ciel. Pendant la journée, il semblait tout à fait normal, mais chaque nuit, Claire apportait le même rituel inquiétant. Les médecins ont dit qu'il s'agissait de démence, une maladie assez courante chez un homme de plus de 80 ans. Ils ont prescrit des médicaments et proposé des établissements pour personnes âgées, parlant d'un ton calme et professionnel, du déclin cognitif et des changements de comportement liés au vieillissement. Mais Sarah a toujours soupçonné qu'il ne s'agissait pas d'une simple perte de mémoire. Il y avait quelque chose de trop délibéré dans ces veillées nocturnes, de trop déterminé et concentré. Ce n'était pas le vagabondage aléatoire d'un esprit confus. Cela ressemblait davantage à quelqu'un qui attendait quelque chose ou écoutait un signal que lui seul pouvait entendre. En triant ses affaires dans les jours qui ont suivi les funérailles, Sarah s'est sentie attirée par le garage, où des décennies d'objets accumulés étaient déstockés dans des boîtes en carton et des bacs en plastique. La plupart n'étaient que des bric-à-brac accumulés au cours d'une longue vie. De vieux outils, des photos décolorées, des uniformes militaires qui sentaient la naphtaline et les souvenirs lointains. Mais cachée derrière une pile de vieux pots de peinture, poussée dans un coin où elle aurait pu facilement passer inaperçue, elle trouva une boîte poussiéreuse avec un cadenas que ni elle ni sa grand-mère n'avaient jamais vu auparavant. Le métal était vieux et terni, fermé par un cadenas à combinaison qui semblait n'avoir pas été ouvert depuis des décennies. Sarah passa la majeure partie de la journée à essayer différentes combinaisons, passant en revue les dates de naissance, les anniversaires et les numéros de service militaire, jusqu'à ce que, presque par hasard, elle essaie la date du débarquement d'Apollo 11 sur la Lune. Le cadenas s'ouvrit dans un clic qui sembla résonner d'une signification particulière. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée portant l'inscription « Pour les yeux qui se souviennent », écrite de la main tremblante caractéristique de son grand-père. Le papier était jauni par le temps et l'enveloppe était recouverte d'une telle quantité de rubans adhésifs qu'on pouvait supposer que son contenu devait rester caché pendant très longtemps. Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle ouvrit délicatement l'enveloppe, s'attendant presque à ce qu'elle tombe en poussière au moindre contact. La première chose qui en tomba fut une photographie, décolorée et légèrement floue, mais indubitablement authentique. Elle représentait 3 hommes vêtus de combinaisons spatiales complètes de la NASA, debout à côté de ce qui ressemblait à un bunker en béton au milieu d'une plaine salée et stérile. Le paysage était complètement désertique, s'étendant à l'infini dans toutes les directions sous un ciel pâle et délavé qui semblait peser sur la Terre comme une lourde couverture. Les visages des astronautes n'étaient pas visibles à travers les visières de leurs casques, mais leur langage corporel trahissait leur épuisement et quelque chose qui pouvait être de la peur. Ils se tenaient près les uns des autres comme s'ils cherchaient du réconfort dans la proximité, et leur posture suggérait qu'ils regardaient l'anneau par-dessus leur épaule, craignant quelque chose qui pourrait les poursuivre. Sarah retourna délicatement la photo, et là, griffonnée à l'encre qui avait pâli au fil des décennies pour devenir brune, se trouvaient les mots « Écho 17, 4e jour, chambre 7 ». Sous la photo se trouvait une note manuscrite qui nous a glacé le sang. Au moment où Sarah la lut à haute voix, elle disait « Ils ne sont jamais revenus seuls. Écho 17 n'était pas une opération de sauvetage, c'était une opération de confinement. » L'écriture était sans aucun doute celle de son grand-père,
mais elle était plus tremblante que d'habitude, comme si elle avait été écrite dans un état de stress extrême ou à la hâte. Au bas de la note, presque comme une pensée tardive, il avait ajouté « Dieu, pardonne-nous de les avoir aidés à se cacher. » Je vais être très honnête avec vous. Lorsque Sarah m'a montré cette photo et cette note pour la première fois, en les étalant sur notre table de cuisine sous la lumière crue des néons, j'étais profondément sceptique, après avoir passé des années à courir après des théories du complot et à suivre des pistes qui se révélaient inévitablement être des impasses ou de la désinformation délibérée. J'ai appris à aborder ce genre de choses avec une bonne dose de prudence professionnelle. Tout journaliste développe cet instinct après avoir été suffisamment souvent brûlé par de fausses informations et des canulars soigneusement élaborés. J'ai vu trop de gens ruiner leur carrière en poursuivant des chimères, convaincus qu'ils étaient sur le point de révéler l'affaire du siècle, pour finalement découvrir qu'ils avaient été manipulés par des amateurs de notoriété ou des agents de désinformation. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Sarah qui m'a convaincu que cette fois-ci, c'était différent. Elle avait cette détermination brûlante, ce besoin désespéré de comprendre dans quoi son grand-père était impliqué, qui m'a rappelé pourquoi j'étais tombé amoureux de son instinct d'enquêteuse. Sarah a toujours eu cette incroyable capacité à sentir quand une histoire est vraie, quand la vérité authentique se cache sous des couches de démentis officiels et de brouillard bureaucratique. De plus, les derniers 2 jours de son grand-père avaient été étranges. La façon dont il se tenait dans le jardin, comme un garde, regardant la lune, comme s'il communiquait avec elle. La façon dont il se réveillait après sa sieste, parlant de ceux qui dorment et de ceux qui ne sont jamais revenus, prononçant dans un murmure pressant des choses qui n'avaient aucun sens pour le reste de la famille. Tous les autres balayèrent cela d'un revers de main, considérant cela comme le bredouillement incohérent d'un esprit vieillissant, victime de démence. Mais maintenant, en regardant cette photo et cette note, en lisant les mots prudents de son grand-père sur la retenue et sur ceux qui étaient revenus, mais qui n'étaient pas seuls, Sarah se demandait s'il n'avait pas essayé désespérément de leur dire quelque chose d'extrêmement important. Nous avons décidé de suivre cette piste, où qu'elle nous mène. Nous avons dit à tout le monde que nous travaillions sur un documentaire sur les secrets militaires de la guerre froide et les projets secrets du gouvernement, ce qui n'était pas tout à fait faux. Nous avons simplement omis de mentionner à quel point cette enquête particulière était devenue personnelle et comment elle avait déjà commencé à envahir nos pensées ou nos rêves. Notre première étape était le Nevada. Nous avons pris une chambre modeste dans un motel de Las Vegas et avons passé nos journées à fouiller dans les archives et à parler à tous ceux qui pouvaient avoir des informations sur les opérations menées dans la région de Groom Lake dans les années 70. L'enquête était un travail minutieux. Nous avons trouvé des journaux de bord peu connus qui répertoriaient les livraisons à des sites sans désignation officielle, avec seulement des coordonnées qui ne menaient nulle part. Les rapports sur les mesures de radiation indiquaient une contamination dans des zones supposées inhabitées. Les listes du personnel contenaient plus de noms rayés que de noms visibles. Mais peu à peu, une tendance s'est dégagée. Les anciennes listes du personnel de l'armée de l'air comportaient plus de noms rayés que de noms visibles, avec des sections entières soigneusement noircies, au point que les pages ressemblaient à de l'art abstrait. Mais parfois, un nom échappait à la censure, et nous pouvions retracer ces personnes dans d'autres documents, d'autres sites, d'autres pièces du puzzle. Chaque indice, chaque document, chaque mention fortuite dans un mémorandum vieux de 10 ans indiquait le même endroit, une zone près de Groom Lake, officiellement désignée comme station d'analyse de l'eau. D'après les documents que nous avons pu trouver, il s'agissait d'un site de surveillance environnementale ordinaire, créé au début des années 70
pour s'assurer que les essais nucléaires souterrains ne polluaient pas les eaux souterraines locales. La description était d'une banalité ennuyeuse. C'était exactement le genre de couverture bureaucratique que les agences gouvernementales utilisaient pour dissimuler des activités qu'elles ne voulaient pas attirer l'attention du public. Mais nous avons appris à lire entre les lignes des documents officiels. Et plus nous creusions, plus nous étions convaincus que cette station de test de l'eau était tout autre chose. Les habitants locaux racontaient une autre histoire. La plupart d'entre eux étaient vraiment réticents à discuter des activités du gouvernement, ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu de l'histoire des opérations secrètes dans la région. Mais les rares personnes qui se sont exprimées ont pris une expression étrange lorsque nous avons mentionné ces coordonnées, un mélange de peur et de culpabilité, comme si elles se souvenaient de choses qu'elles essayaient d'oublier. Elles appelaient cet endroit le lieu avec la porte et refusaient d'entrer dans les détails. Notre percée a eu lieu le 5e jour dans le Nevada, lorsque nous avons rencontré Pete Kowalski, un ancien employé grisonnant de la base qui tenait désormais une station-service au bord de la route à environ 65 km de Groom Lake. Pete devait avoir plus de 70 ans, avec une peau tannée par des décennies d'exposition au soleil du désert et des mains qui tremblaient légèrement lorsqu'il allumait ses éternelles cigarettes. Il avait été chef de la maintenance dans divers sites secrets de la région, au plus fort de la guerre froide, et bien qu'il prût soin de ne rien révéler qui puisse encore être considéré comme sensible, il était plus disposé que la plupart à admettre que des choses étranges se passaient dans le désert. Lorsque nous lui avons montré la photo que Sarah avait trouvée dans la boîte de son grand-père, le visage buriné de Pete s'est devenu complètement blanc. Il l'a longuement regardée, la tenant entre ses doigts, tremblant, ses yeux passant des 3 astronautes au bunker en béton et au paysage désertique qui les entourait. Enfin, il nous regarda avec des yeux qui semblaient cacher le poids d'une terrible connaissance, le fardeau de secrets qui le rongeait de l'intérieur depuis des décennies. « Les enfants, vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous embarquez, » dit-il d'une voix à peine audible. Il regarda la station-service vide, comme s'il s'attendait à ce que des agents du gouvernement fassent irruption à tout moment, attirés par un système de surveillance invisible qui traquait les conversations sur des sujets interdits. Les mains de Pete tremblaient encore plus lorsqu'il tendit la main vers une nouvelle cigarette, faisant plusieurs tentatives pour l'allumer. « Cet endroit, » dit-il en pointant la photo du doigt, qui tremblait comme une feuille dans un vent violent. Cet endroit aurait dû être scellé à jamais il y a des décennies. Il aurait dû être recouvert de béton et enterré si profondément que personne ne l'aurait jamais trouvé. Il nous a parlé des livraisons étranges qui arrivaient au milieu des années 70, des camions sans inscription arrivés dans la nuit avec du matériel qui ne figurait pas dans les inventaires. Le personnel médical d'agences inconnues travaillait sous plusieurs niveaux d'autorisation, liés par des accords de confidentialité dont la violation était passible d'une peine de prison fédérale. Le plus inquiétant étaient les bruits qui résonnaient parfois dans le désert par temps clair. Ce n'était pas le bruit des machines ou des équipements, mais plutôt des voix qui parlaient en harmonie, ce qui était pénible à entendre. « On nous a dit que c'était une station de test de l'eau, » a déclaré Pete en expirant de la fumée qui semblait flotter de manière anormale dans l'air. Mais pour tester l'eau, on n'a pas besoin de gardes armés ni de générateurs de secours. Les mains de Pete tremblaient tandis qu'il nous dessinait une carte approximative sur une serviette, les cendres de sa cigarette tombant sur le papier pendant qu'il travaillait. La station-service autour de nous semblait s'être tue pendant qu'il parlait, comme si le désert lui-même écoutait ses paroles et désapprouvait ce qu'il entendait. « Roulez 27 km vers le nord depuis l'entrée principale, » dit-il sans nous regarder, sa voix baissant jusqu'à devenir à peine audible. Ensuite,
Suivez l'ancienne route de service jusqu'à ce qu'elle se termine. N'utilisez pas de GPS ou de navigation électronique, car ils sauront que vous êtes en route. Continuez simplement à rouler tout droit, même quand il vous semblera qu'il n'y a rien d'autre qu'un désert vide. Vous le saurez quand vous le verrez. Il fit une pause, tira une bouffée si profonde sur sa cigarette qu'il sembla en brûler la moitié d'un seul coup. Puis, ajouta quelque chose qui nous glaça le sang. Certaines portes ne sont pas faites pour être ouvertes, surtout celle-ci. Mais si vous êtes assez stupide pour aller la chercher, souvenez-vous, quoi que vous y trouviez, ne le ramenez pas avec vous, et pour l'amour de Dieu, ne lui révélez pas vos vrais noms. Suivant les instructions de Pete, nous avons roulé dans le désert du Nevada sous un soleil de plomb. Lorsque le thermomètre de notre voiture de location a dépassé les 43 degrés, le paysage est devenu complètement extraterrestre. Une surface lunaire composée de plaines salées et de montagnes dentelées, scintillant dans la brume de chaleur comme des mirages. L'ancienne route de service dont Pete avait parlé était à peine visible, plus une suggestion qu'un véritable chemin, marqué seulement par 2 ornières parallèles, où des décennies de passage de voitures avaient même tassé le sol désertique dur. À mesure que nous nous enfoncions dans le désert, nos téléphones portables perdirent complètement le signal, et la radio ne captait plus que des parasites, mêlés à des éclats occasionnels de quelque chose qui ressemblait à des voix parlant dans des langues que nous ne pouvions pas identifier. Le GPS de notre voiture a clignoté puis s'est éteint, son écran n'affichant que des points d'interrogation à l'endroit où aurait dû se trouver notre position. Après ce qui nous a semblé être des heures de route, à travers une région qui semblait de plus en plus surnaturelle, nous avons finalement atteint notre destination. Un espace plat de sable et de poussière alcaline, entouré d'une clôture rouillée en treillis métalliques. La majeure partie de la clôture s'était effondrée au fil des ans, victime du vent, des intempéries et de la simple négligence, laissant dépasser du sol des poteaux métalliques tordus, semblables aux dents cassées d'un gigantesque crâne, enfoui. Au centre du terrain clôturé se trouvait un bâtiment en béton à moitié détruit, dont les murs étaient couverts de taches de rouille et endommagés par les intempéries depuis des décennies. Le bâtiment semblait avoir été conçu pour résister à une explosion nucléaire. Ses murs faisaient plusieurs mètres d'épaisseur et il n'y avait aucune fenêtre. Des panneaux d'avertissement en plusieurs langues recouvraient toutes les surfaces visibles, même si la plupart d'entre eux étaient désormais illisibles à cause du temps. Mais sous cette structure, partiellement cachée par des débris tombés et recouverte de sable, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Une lourde trappe en acier, marquée de symboles de danger biologique et des chiffres 17 pouces, à peine visibles sous les couches de saleté et de corrosion. Je suis resté là, à fixer cette trappe pendant une éternité, et chaque instinct de mon corps me criait de retourner à la voiture et de partir aussi vite que possible. Il y avait quelque chose de fondamentalement anormal dans cet endroit, quelque chose qui me donnait la chair de poule et me nouait l'estomac. C'était plus que de la simple nervosité. Le désert autour de nous était absolument silencieux, et ce silence semblait artificiel et oppressant. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas même le bruit du vent dans les buissons. Seulement un silence absolu, sépulcral, qui semblait peser sur mes tympans et faire battre mon cœur plus fort dans ma poitrine. L'air lui-même semblait différent ici, plus dense et plus lourd. Malgré la chaleur désertique, j'avais un goût métallique dans la bouche et une odeur que je ne pouvais pas identifier précisément, quelque chose qui me rappelait les hôpitaux, les morgues et les endroits où la vie avait laissé des traces horribles. Mais Sarah était déjà agenouillée près de la trappe, balayant le sable et les débris pour mieux saisir la poignée. Ses mouvements étaient rapides et décisifs, motivés par le même instinct d'enquête qui faisait d'elle une journaliste redoutable.
Dans un grincement de métal contre métal qui résonna dans le désert vide comme un cri, elle le tira vers elle. La descente dans Echo 17 était comme un pas dans un autre monde, le franchissement d'un seuil séparant notre réalité de quelque chose de plus ancien et de bien plus dangereux. Au moment où nous avons franchi ce seuil d'acier, la température a chuté d'au moins 20 degrés et l'air était devenu épais et métallique, avec une humidité qui n'aurait pas dû exister après des décennies de sécheresse extrême dans le désert du Nevada. Il semblait que l'objet existait dans son propre microclimat, isolé du monde extérieur et régi par des règles qui ne s'appliquaient pas aux espaces ordinaires. Notre souffle s'échappait en petits nuages visibles, malgré la chaleur torride qui régnait à quelques de mètres au-dessus de nos têtes, et chaque surface que nous touchions était suffisamment froide pour nous glacer les doigts. Nos lampes éclairaient dans les murs recouverts d'eau de couches de peinture orange terne qui, au fil des ans, s'étaient gonflées et fissurées, s'écaillant en longues bandes qui pendaient comme une peau malade. La peinture semblait avoir été appliquée de manière utilitaire, selon les schémas de couleurs utilisés dans les bâtiments gouvernementaux, où l'apparence importe moins que la fonctionnalité. De vieux écrans cathodiques étaient suspendus à des supports métalliques, tels des yeux morts, leurs écrans sombres et fissurés. Certains étaient brisés en 1000 morceaux, comme s'ils avaient été frappés avec une force énorme de l'intérieur. Des câbles épais serpentaient sur les sols et les murs en béton, rassemblés en faisceaux avec une précision militaire, mais désormais affaissés par endroits, certains d'entre eux produisant encore parfois des étincelles, malgré le fait que le bâtiment était abandonné depuis des décennies. Le système électrique était manifestement défaillant. Des lumières clignotaient de manière aléatoire dans les couloirs éloignés, et quelque part dans les entrailles du bâtiment, des équipements bourdonnaient. L'éclairage de secours baignait tout d'une lumière rouge maladive, faisant danser et se déplacer les ombres, jouant avec notre vision. Au fur et à mesure que nous avancions dans le complexe, l'équipement de Sarah pour filmer a commencé à tomber en panne de manière inexplicable. Les piles neuves, chargées à pleine capacité avant notre départ de l'hôtel, se déchargeaient complètement en quelques minutes, nous obligeant à les remplacer constamment par celles de notre réserve. Les écrans LCD scintillaient d'interférences statiques qui semblaient se déplacer indépendamment de tout champ électromagnétique. Et parfois, en les regardant assez longtemps, on pouvait presque distinguer des formes en mouvement. Les contours étaient flous et imprécis, mais ils ressemblaient de manière inquiétante à des silhouettes humaines en détresse, tendant vers la caméra comme pour communiquer quelque chose d'urgent. Lorsque j'en ai parlé à Sarah, elle a hoché la tête d'un air sombre et m'a montré des images similaires sur son équipement. Des silhouettes qui semblaient prononcer silencieusement des mots que nous ne pouvions entendre. L'objet était beaucoup plus grand que nous ne l'avions prévu, s'enfonçant profondément sous terre, sur plusieurs niveaux, reliés par des escaliers étroits qui descendaient dans l'obscurité. Nos pas résonnaient étrangement dans les espaces clos, produisant parfois des sons qui ne semblaient pas provenir de l'endroit où nous marchions. Nous avons découvert des dortoirs avec des lits métalliques vissés directement au sol en béton, leurs matelas depuis longtemps pourris, ne laissant derrière eux que des ressorts rouillés et du tissu décomposé. Les pièces étaient petites et ressemblaient à des cellules, sans fenêtres et avec une seule porte qui pouvait être verrouillée de l'extérieur. Chaque porte portait un numéro imprimé au pochoir et comportait un petit Judas qui permettait à quelqu'un dans le couloir d'observer l'occupant sans être vu. Il y avait des salles d'observation équipées de miroirs sans teint qui donnaient sur des cellules encore plus petites, et nous avons vu des rayures sur la vitre, là où quelque chose avait essayé de passer de l'autre côté. Les rayures formaient des motifs presque semblables à des caractères d'une langue que personne d'entre nous ne reconnaissait,
des symboles qui semblaient se déplacer et changer lorsque nous ne les regardions pas directement. Les locaux médicaux étaient la partie la plus inquiétante du complexe. Ils étaient équipés de tables d'immobilisation et d'appareils de surveillance qui auraient mieux trouvé leur place dans un hôpital psychiatrique que dans une base militaire. Il y avait des salles d'opération avec des instruments chirurgicaux qui semblaient avoir été conçus pour des procédures que nous ne pouvions imaginer et des entrepôts remplis de médicaments étiquetés en plusieurs langues, dont beaucoup nous étaient inconnus. Tout dans la conception d'Echo 17 semblait avoir un seul objectif, la contention. Ce n'était pas un endroit où les gens venaient pour travailler ou faire des recherches. C'était un endroit où ils étaient amenés pour être isolés du monde extérieur, pour des raisons qui devenaient de plus en plus claires et de plus en plus terrifiantes à mesure que nous explorions les pièces. Le silence qui régnait dans Echo 17 ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu connaître au cours de mes années d'exploration de bâtiments abandonnés et de lieux oubliés. Ce n'était pas simplement l'absence de bruit. On aurait dit que le bâtiment lui-même absorbait activement tous les bruits que nous faisions, aspirant nos voix, nos pas et même notre respiration dans un immense vide situé sous le béton et l'acier. Nos pas, qui auraient dû résonner bruyamment dans les couloirs en béton, étaient étouffés et déformés, comme si le son était filtré par des couches de matière que nous ne pouvions pas voir. Lorsque nous parlions, nos voix semblaient s'éteindre anormalement vite, les mots s'éloignant de nous avant même d'avoir eu le temps de se former complètement et d'atteindre les oreilles des autres. Plus inquiétant encore, le son semblait provenir d'endroits où il n'aurait pas dû se trouver. Nous entendions des pas dans les couloirs que nous avions déjà explorés, des voix conversant dans des pièces vides, et le bruit d'équipements en fonctionnement dans des zones où nous avions vu que tout le matériel était hors service depuis des décennies. La salle 7 se trouvait au bout du couloir le plus profond que nous ayons découvert, derrière une lourde porte en acier marquée de symboles de danger biologique et d'avertissements en plusieurs langues. La porte elle-même était une merveille d'ingénierie, conçue pour résister à une pression énorme des deux côtés et équipée de mécanismes de verrouillage qui ne pouvaient être actionnés que de l'extérieur. Les avertissements sur la porte étaient rédigés en anglais, en russe, en chinois et dans plusieurs autres langues que nous n'avons pas pu identifier immédiatement. Tous véhiculaient le même message. Réservé au personnel autorisé, danger biologique extrême, protocole de confinement en vigueur. Lorsque nous avons enfin réussi à ouvrir la porte, à l'aide des outils que nous avions apportés de la voiture et après plusieurs minutes de travail minutieux sur la serrure rouillée, nous nous sommes retrouvés dans une pièce plus petite et plus stérile que tout ce que nous avions vu dans le bâtiment. La pièce elle-même était à peine assez grande pour une personne. Elle ne contenait rien d'autre qu'un lit métallique vissé au sol et une caméra fixée au plafond, dont l'objectif était dirigé directement vers l'endroit où la tête d'une personne reposerait sur un matelas fin et taché. Les murs étaient couverts d'équipements de surveillance supplémentaires, dont la plupart fonctionnaient encore, malgré l'âge du site, et l'air dans la pièce semblait différent, chargé d'une énergie qui nous donnait la chair de poule. Sous le lit, dans un compartiment que nous avons failli manquer, nous avons trouvé un conteneur métallique scellé qui, d'une manière ou d'une autre, était resté en parfait état malgré l'âge évident et l'abandon de l'objet. Le conteneur était de type militaire, conçu pour protéger son contenu de l'humidité, des radiations et de la contamination chimique. À l'intérieur, enveloppé dans plusieurs couches de plastique épais et scellé avec du ruban adhésif qui, par miracle, était resté intact pendant des décennies, se trouvait un journal à la reliure en cuir de type militaire. La couverture ne portait aucune marque d'identification, à l'exception d'un numéro de série et d'un cachet de confidentialité, partiellement effacé par le temps.
La voix de Sarah résonna étrangement dans cet espace confiné et clos lorsqu'elle lut le nom gravé sur la première page du journal. Weston, Neil. Compte rendu de mission. Confinement d'Echo 17. Je m'appuyais contre le montant de la porte, sentant soudain mes jambes fléchir alors que je prenais pleinement conscience de ce que nous avions trouvé. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, et l'image qu'elles formaient était bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer lorsque nous avions vu pour la première fois cette photo dans la boîte de grand-père Sarah. « Attends », dis-je, ma voix à peine audible dans l'atmosphère oppressante de la salle 7. « Retiens-toi ». Le journal commençait de manière assez anodine, avec des notes qui ressemblaient à des protocoles militaires et des examens médicaux standards. Weston décrivait un emploi du temps qui semblait normal pour l'analyse d'une mission. Repas réguliers, examens médicaux, entretiens psychologiques avec des médecins et des militaires qui évaluaient son aptitude à accomplir de futures missions. Les premières topages auraient pu être celles du journal intime de n'importe quel astronaute passant l'évaluation post-vol standard à laquelle tous les membres du programme spatial étaient soumis après leur retour de mission. Le langage était professionnel, factuel, celui d'un pilote expérimenté, rendant compte de son état physique et mental avec une précision militaire. Mais à la 5e page, tout a changé radicalement. Les rêves ont commencé, a écrit Weston de sa calligraphie militaire précise. Pas des cauchemars, pas des visions, juste un bruit, comme une voix qui ne cligne jamais des yeux. Cela a commencé dans mes dents. À ce stade, l'écriture était encore soignée et maîtrisée, mais les mots reflétaient une urgence qui n'était pas présente dans les notes précédentes. C'était comme si quelque chose avait radicalement changé dans l'expérience de Weston. Un seuil avait été franchi, séparant son rétablissement normal après le vol de quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Quelques pages plus loin, son ton est devenu plus insistant et désespéré. La lune n'est pas morte, elle dort, elle est scellée, elle est enterrée. Puis, dans une note datée de quelques jours plus tard, ce n'est pas sans raison qu'il ne voulait mal pas que nous atterrissions sur la face cachée. Mais nous l'avons fait, nous l'avons vue, elle nous a vus. Au fur et à mesure que nous avancions dans notre lecture, l'écriture de Weston devenait de plus en plus désordonnée et difficile à déchiffrer. Les lettres étaient si mal écrites, les mots contenaient des erreurs qui indiquaient une détérioration de sa motricité, et des phrases entières s'interrompaient, se transformant en gribouillis et en signes indéchiffrables, ressemblant davantage à de l'art abstrait qu'à de l'écriture humaine. Certaines pages comportaient des notes griffonnées dans les marges, qui semblaient être des réponses à des voix que lui seul entendait. Des fragments de conversation avec des entités qui n'existaient que dans son esprit de plus en plus détériorées. Les notes dans les marges étaient écrites dans différentes écritures, comme si plusieurs personnalités se partageaient un seul stylo, et elles contredisaient souvent le texte principal ou le commentaient de telle manière qu'on pouvait supposer que Weston ne contrôlait plus entièrement ses pensées. « Il était maintenant dans les murs », disait une note à peine lisible. Les lettres étaient écrites d'une main si tremblante qu'elles ressemblaient davantage à des relevés sismographiques qu'à des mots. Il ne respire pas, il se souvient. Puis, vers la fin du journal, la même phrase était répétée 5 fois d'une écriture de plus en plus tremblante, chaque répétition étant plus grande et plus désespérée que la précédente. Je n'aurais jamais dû revenir. Les dernières notes étaient les plus inquiétantes, écrites d'une main qui tremblait si fort que les mots étaient à peine reconnaissables comme du langage humain. Weston décrivait des visions d'immenses espaces sous la surface lunaire, des salles remplies de quelque chose qui attendait dans l'obscurité totale depuis plus longtemps que la Terre n'existait en tant que planète. Il écrivait à propos de voix,
parlant en harmonie plus ancienne que le langage humain, de mélodies suivant des progressions mathématiques qu'aucun esprit humain ne pouvait comprendre sans perdre la raison. Il décrivait comment il voyait, à travers les yeux d'autres êtres, revivant des souvenirs appartenant à des entités plus anciennes que le système solaire. L'une des dernières notes que j'ai lues m'a bouleversé. Il ne peut pas franchir les seuils. C'est pourquoi ils nous ont enfermés à l'intérieur. C'est pourquoi ils nous ont laissés là. Nous étions tellement absorbés par la lecture des notes de plus en plus inquiétantes de Weston que nous avons failli ne pas entendre le bruit provenant des profondeurs de l'objet. Au début, il était faible, comme le froissement d'un tissu glissant sur du béton ou le souffle très léger de quelqu'un dans une pièce éloignée. Mais alors que nous étions debout dans le silence oppressant de la salle 7, le son est devenu progressivement plus distinct et indéniablement humain. Quelqu'un ou quelque chose bougeait dans l'aile médicale d'Echo 17 et essayait de le faire très discrètement. Sarah et moi avons échangé un regard et, sans nous concerter, nous avons compris que nous devions vérifier. Le journaliste en chacun de nous exigeait que nous suivions cette nouvelle piste, même si tous nos instincts de survie nous criaient de quitter cet endroit le plus vite possible. L'aile médicale d'Echo 17 était un labyrinthe de couloirs stériles et de salles d'examen vides qui semblaient s'étendre à l'infini. L'air y était encore plus froid et humide que dans le reste du bâtiment, et notre souffle formait des nuages épais qui restaient suspendus dans l'air plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Les lampes fluorescentes de cette section fonctionnaient encore partiellement, clignotant de manière aléatoire et inondant tout d'une lumière intermittente et douloureuse qui faisait danser et se déplacer les ombres, trompant notre perception de la profondeur. Les murs étaient couverts d'équipements médicaux qui semblaient provenir d'un hôpital du passé, datant de plusieurs décennies. La plupart d'entre eux étaient encore branchés à des sources d'alimentation qui bourdonnaient d'électricité. Au bout de l'aile, derrière une série de salles d'examen et de laboratoires qui semblaient avoir été abandonnées en plein milieu d'un travail important, nous avons trouvé une lourde porte sur laquelle était inscrit en lettres décolorées « Isolateur ». À travers une petite fenêtre blindée, nous pouvions voir une cellule en béton qui n'était guère plus grande qu'une cellule de prison. Les murs étaient recouverts d'un matériau souple qui était pourri par endroits, et au centre du sol se trouvait un seul siphon, ce qui laissait penser que cette pièce avait été conçue pour être régulièrement nettoyée au jet d'eau. Et là, assis sur un banc étroit, encastré dans le mur, se trouvait un homme. Il était incroyablement maigre et pâle. Sa peau avait pris un aspect presque translucide, laissant apparaître le réseau de veines qui la parcouraient. Ses cheveux étaient longs et emmêlés, tombant en mèches de grâce autour de son visage, qui semblait avoir vieilli de plusieurs décennies de plus que ce qui serait possible pour quelqu'un qui avait été enfermé loin du temps qui passe. Il portait les restes déchirés de ce qui avait autrefois été une combinaison spatiale de la NASA, bien que le tissu fût tellement détérioré qu'il pendait sur son corps squelettique comme un chiffon. Sur sa poitrine, malgré la décomposition et les taches, nous pouvions encore distinguer les lettres décolorées. Weston. Quand il nous regarda à travers la vitre blindée, je sentis mes genoux fléchir et je dus m'agripper au montant de la porte pour ne pas tomber. Ses yeux étaient parfaitement clairs et lucides. Il reflétait une intelligence vive et concentrée, malgré son épuisement physique évident. Mais derrière ses yeux, il y avait autre chose, quelque chose qui n'avait pas sa place sur un visage humain et qui ne se conformait pas aux règles habituelles de l'expression humaine. C'étaient dans les yeux de quelqu'un qui avait vu des choses qu'aucun être humain n'était censé voir, quelqu'un qui avait été changé à jamais par une expérience dépassant les limites habituelles de la réalité. Il y avait en eux une profondeur qui témoignait de la connaissance de vérités terribles et une tristesse qui semblait contenir tout le poids de l'univers.
Il parla d'une voix semblable au bruissement des feuilles mortes dans le vent d'automne, d'un murmure à peine audible, mais qui traversait clairement la porte épaisse qui nous séparait. Le son de sa voix fit vibrer quelque chose au plus profond de ma poitrine, comme si ses mots agissaient à des fréquences qui contournaient des louis normales et s'adressaient directement à une partie primitive de mon cerveau. « En quelle année sommes-nous » demanda-t-il, et il y avait un tel espoir désespéré dans sa voix que mon cœur se serra de pitié pour lui. Sarah lui répondit que nous étions en 2023, d'une voix douce et compatissante malgré l'horreur de notre situation. Je vis son visage se déformer lorsqu'il comprit le sens de ses paroles. L'expression d'espoir qui avait brièvement illuminé ses yeux s'éteignit complètement et fit place à un désespoir si profond qu'il était presque douloureux à regarder. « Alors, il attend toujours » murmura-t-il, et sa voix portait le poids d'une terrible connaissance qui semblait peser sur l'air autour de nous. Tout ce temps, toutes ces années, il a attendu. Le commandant Neil Weston était emprisonné dans Echo 17 depuis plus de 50 ans, et d'une manière inconcevable, il était toujours en vie, toujours capable de s'exprimer de manière cohérente et de penser rationnellement. Mais il avait changé, et ces changements devenaient de plus en plus évidents lorsqu'il commença à nous raconter son histoire d'une voix qui semblait provenir d'un endroit plus profond que sa gorge physique. « Nous avons ramené quelque chose », dit-il, sa voix gagnant en puissance à mesure que les mots jaillissaient de lui comme de l'eau d'un barrage brisé. Cela s'est accroché à notre vaisseau pendant le retour de la surface lunaire. Pas à l'extérieur, où nous aurions pu le voir, pas sur la coque, ni sur le module d'atterrissage, ni sur aucun équipement extérieur. Il fit une pause, passant ses doigts osseux dans ses cheveux emmêlés, et son regard devint absent, comme s'il voyait avec une clarté parfaite les événements qui s'étaient déroulés des décennies auparavant. Il s'est fixé quelque part entre les espaces, poursuivit-il, sa voix s'abaissant jusqu'à devenir à peine audible. Dans ces interstices où la réalité devient fine et perméable, où les lois habituelles de la physique commencent à échouer et où d'autres types de physique entrent en vigueur. Des endroits pour lesquels la science humaine n'a pas encore de nom, car nous ne devons pas connaître leur existence. Weston expliqua que cette entité n'était pas un être au sens où le langage humain pourrait le décrire de manière adéquate. Ce n'était pas un parasite ou une forme de vie extraterrestre telle que la science-fiction nous a appris à les imaginer. C'était quelque chose de beaucoup plus fondamental et terrifiant. C'était une présence, dit-il, et sa voix prit un ton presque révérencieux lorsqu'il décrivit quelque chose qui défiait manifestement la compréhension humaine. Quelque chose composé d'immobilité, de mémoire et d'obscurité, si ancien qu'il précède la formation de notre système solaire. Il n'existe pas de la même manière que la matière. Il ressemble davantage à l'ombre projetée par quelque chose d'incroyablement immense qui existe dans des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir. Il a décrit comment cette entité ne pouvait être détruite, car elle n'avait jamais été véritablement vivante au sens commun du terme, tel que le comprend la biologie humaine. Elle ne grandissait pas, ne se reproduisait pas, et ne consommait pas de ressources comme le dictent les lois de la nature que nous comprenons. Elle existait simplement, patiente au-delà de la compréhension humaine, étudiant, observant et recueillant des informations sur chaque être vivant qu'elle rencontrait. Au moment où notre vaisseau spatial a améri dans l'océan Pacifique, a poursuivi Weston, la voix de plus en plus tendue à mesure que des souvenirs douloureux remontaient à la surface, ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Pas les fonctionnaires de la NASA ou les contrôleurs de mission qui observaient depuis Houston. Ils ont été maintenus dans l'ignorance totale de ce qui se passait réellement. Mais il y a d'autres personnes
qui se préparent à quelque chose de similaire depuis des générations, qui comprennent que certaines portes ne doivent jamais être ouvertes et que certaines frontières ne doivent jamais être franchies. Il a décrit comment il n'avait pas été conduit dans les locaux habituels du centre spatial Johnson pour débriefer la mission, mais dans un convoi de voitures banalisé qui l'avait emmené, lui et ses collègues astronautes, vers un site secret dans le désert du Nevada. Les personnes qui les accompagnaient ne portaient ni insigne ni badge d'identification, et elles ont soumis les héros de retour à des tests et des examens qui n'avaient rien à voir avec leur santé physique ou l'exécution de leur mission. Ils cherchaient des signes d'infection, a déclaré Weston, le regard absent et vague, alors qu'il revivait ses terribles premiers jours après son retour. Mais pas le genre d'infection que l'on peut détecter à l'aide de compteurs Geiger, d'analyses sanguines ou de tout autre équipement médical standard utilisé par la NASA pour les examens post-vol. Il cherchait quelque chose qui existait dans les espaces entre les pensées, dans ces interstices où la conscience rencontre l'inconnu. Les examens médicaux ne ressemblaient en rien à ce qu'il avait connu pendant ses années d'entraînement et de préparation aux vols spatiaux. Les médecins qui les effectuaient posaient des questions qui semblaient n'avoir aucun rapport avec la médecine spatiale, examinant ses rêves, ses souvenirs et son état psychologique d'une manière qui laissait supposer qu'il recherchait des types de changements très spécifiques. On ne nous a pas amenés ici pour nous soigner ou analyser nos vols, dit Weston, sa voix prenant une intonation vide et fantomatique qui rendit l'air du couloir plus froid. On nous a amenés ici pour nous contenir, pour nous garder isolés, loin des zones habitées, jusqu'à ce qu'ils sachent quoi faire de nous. Comment neutraliser ce à quoi nous avons été exposés sans nous détruire au passage. Il expliqua que les 2 autres astronautes qui étaient avec lui sur la surface lunaire avaient dégénéré beaucoup plus rapidement que lui. Dans les semaines qui ont suivi leur arrivée à Echo 17, ils ont complètement cessé de parler, passant leurs journées immobiles dans leur chambre, les yeux fixés sur les murs, comme s'ils pouvaient voir à travers eux quelque chose d'inaccessible. Ils ont cessé de manger de la nourriture normale, exigeant une alimentation intraveineuse pour maintenir le fonctionnement de leur corps, et leurs signes vitaux ont commencé à suivre des schémas qui ne correspondaient à aucune condition médicale connue. Le pire, dit Weston d'une voix à peine audible, c'est qu'ils étaient toujours conscients à l'intérieur de leur corps. Ils étaient toujours conscients, pensaient et ressentaient tout ce qui leur arrivait. Mais ils ne se contrôlèrent plus. Quelque chose d'autre contrôlait leurs actions, prenait des décisions à leur place, utilisant leur corps comme des instruments à des fins que nous ne pouvions comprendre. Les 2 autres astronautes sont morts dans les 6 mois qui ont suivi leur emprisonnement, leur corps s'éteignant simplement, un système organique après l'autre, malgré tous les efforts du personnel médical. Mais leur mort n'était pas normale, au sens où la médecine humaine pourrait l'expliquer. Leurs corps sont restés à température ambiante pendant plusieurs heures, après l'arrêt cardiaque, et leur activité cérébrale s'est poursuivie longtemps après que la mort clinique aurait dû survenir. J'étais le seul à avoir conservé suffisamment de moi-même pour continuer à lutter contre cela, a poursuivi Weston, la voix pleine d'un mélange de fierté et d'un terrible regret. Mais lutter contre cela signifiait rester au courant de ce qu'il essayait de faire, de ce qu'il voulait accomplir à travers nous. Et cette connaissance est pire que la mort. Le pire s'est produit lorsque Weston s'est soudainement levé de son banc et s'est approché de la fenêtre blindée, pressant son visage contre la vitre épaisse avec une telle insistance que Sarah et moi avons instinctivement reculé d'un pas. Ses yeux, qui quelques instants auparavant étaient calmes, concentrés et humains, sont soudainement devenus complètement noirs. Non seulement l'iris, mais toute la partie visible,
comme s'ils avaient été recouverts d'encre. Quand il se remit à parler, sa voix se mit à produire des harmoniques, et des harmoniques que les cordes vocales humaines ne devraient pas être capables de reproduire, créant des sons qui semblaient contourner nos oreilles, et s'adresser directement à quelque chose de primitif et d'effrayé au plus profond de notre cerveau. Il leva un doigt osseux et le pointa directement vers Sarah, sa voix tombant à un murmure qui, d'une certaine manière, était plus menaçant que n'importe quel cri. « Toi, il t'observe maintenant. Il connaît ton nom. » Le trajet de retour à notre motel cette nuit-là s'est déroulé dans un silence complet, chacun de nous étant plongé dans ses pensées, essayant de comprendre ce que nous avions vu à Echo 17. La route déserte s'étendait à l'infini devant nous, éclairée uniquement par nos phares et la pâle lueur de la lune, qui semblait plus grande et plus menaçante que jamais. Cette nuit-là, dans notre chambre d'hôtel exiguë, avec sa moquette défraîchie et son enseigne néon clignotante derrière la fenêtre, Sarah fut la première à remarquer que quelque chose avait radicalement changé. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin et je l'ai trouvée debout près de la fenêtre, toujours en pyjama, parfaitement immobile, regardant la lune avec le même regard vide que celui de son grand-père pendant ces dernières semaines. La voir debout, si immobile qu'elle semblait ne même pas respirer, m'a donné un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Il y avait quelque chose de fondamentalement anormal dans sa posture, quelque chose de trop figé et d'artificiel pour un comportement humain normal. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle ne s'est pas retournée et n'a pas semblé m'entendre. Elle restait simplement debout, complètement immobile, et après plusieurs longues minutes qui m'ont semblé durer des heures, elle a parlé d'une voix qui ne semblait pas être la sienne. « Il est dans la lumière », a-t-elle dit, ces mots portant un écho étrange et résonnant, comme s'ils étaient prononcés depuis le fond d'un puits profond. Nous n'aurions pas dû revenir. C'était la voix de Sarah, mais l'intonation était fausse, inconnue, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers ses cordes vocales, utilisant sa bouche pour former des mots qui venaient de quelque part à l'extérieur. L'effet était subtil, mais indéniable, comme lorsqu'on écoute un enregistrement reproduit à une vitesse légèrement incorrecte. Je parvins à la convaincre de retourner se coucher, même si elle bougeait avec une précision mécanique qui suggérait qu'elle suivait des instructions plutôt que de prendre des décisions conscientes. Une fois couchée, elle s'est installée dans une position parfaitement symétrique et était restée immobile jusqu'au bout de la nuit, sans bouger ni se retourner, comme le font généralement les gens lorsqu'ils dorment. Après cela, le sommeil a mis longtemps à venir. Quand je me suis enfin assoupi, j'ai été tourmenté par des rêves d'immenses espaces souterrains remplis de quelque chose qui attendait dans l'obscurité absolue depuis plus longtemps que la civilisation humaine n'existait. Je rêvais de salles creusées dans la roche, plus anciennes que la formation des continents, remplies d'entités qui existaient dans les espaces entre la pensée et la réalité. Mais les plus inquiétants étaient les rêves concernant la lune elle-même. Pas le corps céleste familier et réconfortant que j'avais l'habitude de voir dans le ciel nocturne, mais quelque chose de beaucoup plus sinistre et étranger. Dans mes rêves, la surface lunaire était couverte de trous ressemblant de façon inquiétante à des yeux, des orbites géantes qui suivaient tous les mouvements à la surface de la Terre, avec une intelligence patiente et prédatrice. Le lendemain matin, j'ai décidé de visionner les enregistrements vidéo que nous avions réalisés lors de notre exploration d'Echo 17, dans l'espoir qu'une analyse minutieuse permettrait de révéler des détails que nous avions manqués dans le stress et l'agitation du moment. La plupart des images étaient exactement comme je m'y attendais. De longs couloirs plongés dans l'obscurité, des pièces vides remplies d'équipements abandonnés, et nous deux,
avançant dans le bâtiment avec nos lampes torches, éclairant des passages étroits dans une obscurité oppressante. Mais lorsque je suis arrivé à la partie filmée dans la pièce 7, quelque chose m'a poussé à m'arrêter et à rembobiner l'enregistrement. Alors que Sarah lisait à haute voix le journal de Weston, sa voix résonnait étrangement dans cet espace clos, et j'ai remarqué que les ombres sur le mur derrière elle semblaient de bouger indépendamment des faisceaux de nos lampes torches. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'un jeu de lumière, d'un déplacement naturel des ombres lorsque nous déplacions nos lampes torches dans la pièce. Mais en y regardant de plus près, j'ai compris que les ombres ne se comportaient pas comme des ombres normales. Au lieu de s'éloigner de nos sources de lumière, elles semblaient se déplacer vers Sarah, tendant vers elle des protubérances en forme de doigts qui semblaient avoir à la fois une densité et un but. J'ai arrêté l'image et l'ai agrandie autant que notre équipement le permettait, en ajustant le contraste et la luminosité pour faire ressortir les détails qui n'étaient pas visibles au premier abord. Ce que j'ai vu sur cette image améliorée me hante encore dans mes cauchemars, une semaine plus tard. Des images qui se sont imprimées dans ma mémoire avec la persistance d'un traumatisme infantile. Dans le reflet de l'objectif de notre caméra, on pouvait clairement voir 3 silhouettes dans la chambre 7. Mais nous n'étions que 2. La 3e silhouette se tenait juste derrière Sarah, ses bras enroulés autour de ses épaules, dans une étreinte qui semblait presque protectrice, presque affectueuse. Mais il y avait quelque chose de fondamentalement anormal dans les proportions de cette silhouette, quelque chose qui indiquait qu'elle n'était pas tout à fait humaine, malgré sa forme globalement humanoïde. Dans les jours qui suivirent, Sarah commença à changer. Au début, c'était à peine perceptible, mais avec le temps, cela devint de plus en plus évident. Elle entendait des sons que je ne pouvais pas percevoir, des voix parlant des langues qui semblaient précéder le langage humain, des mélodies suivant des progressions mathématiques qu'aucun compositeur humain n'avait jamais créées. Ces voix n'étaient pas des bruits aléatoires ou des hallucinations auditives. Sarah les décrivait comme étant intentionnels et intelligents, véhiculant des messages qui dépassaient légèrement sa capacité à les comprendre pleinement. Il parlait de ce qui sommeillait sous la surface de la Terre depuis des ères géologiques, attendant les conditions astronomiques propices pour se réveiller et reprendre leur ancienne domination. Elle a commencé à se réveiller avec du sang séché dans les oreilles, affirmant que les voix dans ses rêves parlaient trop fort pour que l'oreille humaine puisse les traiter sans dommage. Le saignement n'était pas abondant, mais il était constant, se produisant chaque nuit, peu importe à quel point elle semblait bien dormir. Ces comme rêves concernaient toujours la lune, mais pas celle que nous connaissions. Dans les rêves de Sarah, la surface lunaire était couverte de trous ressemblant étrangement à des yeux, des orbites géantes qui ne clignaient jamais et suivaient chaque mouvement à la surface de la Terre avec une intelligence patiente et calculatrice. Elle décrivait comment elle voyait à travers ses yeux, ressentant le vide glacial de l'espace et la solitude terrifiante de quelque chose qui observait et attendait depuis plus longtemps que l'histoire humaine n'existe. Le plus inquiétant était qu'elle commençait à faire preuve de connaissances qu'elle ne pouvait en aucun cas avoir acquises de manière normale. Elle mentionnait des détails sur des missions de la NASA qui n'avaient jamais été rendues publiques, décrivait les caractéristiques techniques d'équipements qui restaient classifiés des décennies après leur mise au point et faisait référence à des dossiers personnels qui auraient été détruits il y a de nombreuses années. J'ai essayé de contacter différentes agences gouvernementales dans l'espoir de trouver quelqu'un qui pourrait me fournir des informations sur Echo 17 ou me donner des conseils sur ce à quoi nous étions confrontés. J'ai appelé l'armée de l'air, la NASA, le ministère de la Défense et toute autre organisation officielle susceptible de disposer d'informations sur ce qui était arrivé aux astronautes d'Apollo
après leur retour. Chaque demande a été accueillie soit par un silence total, soit par des démentis officiels soigneusement formulés, affirmant qu'un tel objet n'avait jamais existé. Les personnes à qui j'ai parlé étaient polies, mais fermes, affirmant qu'il n'existait aucune trace d'une opération de confinement liée au programme Apollo et suggérant que je confondais peut-être des informations classifiées avec de la science-fiction. Mais le silence a rapidement été suivi d'une surveillance qui nous a clairement fait comprendre que nous avions attiré l'attention de personnes disposant de ressources et d'un pouvoir considérable. Des SUV sombres aux vitres teintées se sont garés pendant des heures devant notre immeuble, leurs passagers observant nos mouvements avec une patience professionnelle. Nos téléphones ont commencé à émettre des cliquetis étranges pendant les conversations, et nous avons remarqué des coupures dans nos appels, lorsque plusieurs secondes de conversation disparaissaient tout simplement. Notre courrier était manifestement ouvert et refermé avant d'être distribué, les enveloppes présentant des traces d'ouverture à peine visibles, indiquant le travail d'un service de renseignement professionnel. Le plus inquiétant, c'est que nous avons commencé à remarquer que nous étions suivis dans notre vie quotidienne. Les mêmes visages apparaissaient dans la foule, les mêmes voitures apparaissaient à plusieurs endroits au cours de la journée, et nous avons aperçu des gens qui nous photographiaient de loin à l'aide de téléobjectifs. La campagne d'intimidation s'est brusquement intensifiée lorsque notre appartement a été cambriolé pendant que nous étions partis faire des courses. Au sens habituel du terme, rien n'a été volé, mais tout notre matériel d'enregistrement a été détruit avec une précision chirurgicale qui indiquait une formation militaire ou de renseignement. Les disques durs ont été effacés à l'aide de méthodes ne laissant aucune donnée récupérable. Les caméras ont été détruites avec une force calculée, avec précision, qui a détruit certains composants tout en laissant d'autres intacts. Et nos fichiers de sauvegarde, stockés sur des serveurs cloud, ont été supprimés par quelqu'un ayant un accès administratif à des systèmes qui étaient censés être sécurisés. Le message était clair. Arrêtez l'enquête, cessez de poser des questions et oubliez tout ce que nous avons appris sur Echo 17. Mais il était déjà trop tard. Les connaissances que nous avions acquises nous avaient profondément changé, et il n'y avait plus de retour possible à l'ignorance confortable dont nous jouissions avant d'ouvrir cette trappe dans le désert du Nevada. Lorsque nous sommes revenus une semaine plus tard pour voir Weston, dans l'espoir qu'il puisse nous donner plus d'informations sur ce à quoi nous avions affaire, ou nous conseiller sur la manière de protéger Sarah de ce qui lui arrivait, nous avons trouvé sa cellule vide, à l'exception de son corps. Il était mort, mais les circonstances de sa mort ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu au cours de mes années d'enquête sur des scènes de crimes et des accidents. Son corps était contorsionné dans une position que les articulations humaines ne devraient pas pouvoir adopter. Sa colonne vertébrale était courbée selon des angles qui défiaient l'anatomie, et ses membres étaient disposés dans une configuration qui semblait presque rituelle. Son visage était figé dans une expression d'horreur absolue. Sa bouche était ouverte dans un cri silencieux, et ses yeux étaient ronds grands ouverts, comme s'il avait pris conscience de quelque chose de trop horrible pour l'esprit humain. Mais il n'y avait aucun signe de violence ou de lutte, aucune indication qu'il ait été attaqué ou blessé par une force extérieure. On aurait dit que son corps s'était simplement reconfiguré de lui-même dans cette posture impossible, mue par des forces qui agissaient au-delà des lois normales et habituelles de la physique et de la biologie. Le voir allongé là, recroquevillé dans une position douloureuse à regarder, a fait naître en moi une profonde compassion. Mais griffonné sur le mur de béton près de son corps, apparemment gravé avec ses propres ongles, à en juger par le sang sous les ongles restants, se trouvaient ces derniers mots. Il ne peut pas franchir les seuils,
C'est pourquoi ils nous ont enfermés à l'intérieur. C'est pourquoi ils nous ont laissés là. Debout dans cette cellule, regardant le cadavre horriblement déformé de Weston, j'ai enfin compris ce qu'était réellement Echo 17 et pourquoi il avait été construit au milieu du désert du Nevada, loin de toute zone habitée. Ce n'était pas un centre de recherche, ni un centre d'analyse de vol, ni même une prison au sens habituel du terme. C'était un tombeau spécialement conçu pour contenir quelque chose qui n'aurait jamais dû être amené sur Terre. L'ensemble du site était en fait un immense bloc de confinement, construit avec de nombreux systèmes de secours pour garantir que ce qui y était détenu ne puisse jamais s'échapper dans le monde extérieur. Et en ouvrant cette trappe, en descendant dans ses profondeurs, en lisant ce journal, en entrant en contact avec Weston et en apprenant la vérité sur ce qui était arrivé aux astronautes d'Apollo, nous avons brisé le confinement qui durait depuis plus de 50 ans. Cette nuit-là, j'ai emmené le corps de Weston dans le désert, loin des routes et des repères, et je l'ai enterré dans une tombe sans nom, sous un ciel étoilé qui semblait suivre chacun de mes mouvements avec une intelligence froide et calculatrice. J'ai prié pour cet homme qui avait passé 5 décennies à payer le prix de la curiosité de l'humanité pour ce qui se trouve au-delà de notre monde, portant le fardeau d'une connaissance qu'aucun homme n'aurait jamais dû porter. Puis j'ai rassemblé tous les dossiers que nous avions constitués, toutes les photos, les enregistrements et les preuves que nous avions accumulées au cours de notre enquête, et je les ai brûlés dans un baril métallique derrière notre motel. J'ai regardé des décennies de secrets soigneusement gardés se transformer en cendres et en fumée, espérant contre toute attente que la destruction des preuves réparerait d'une manière ou d'une autre les dégâts que nous avions déjà causés. J'ai détruit chaque disque dur à coups de marteau, détruit chaque dispositif de sauvegarde et essayé d'effacer toute trace de ce que nous avions découvert dans Echo 17. Mais je savais qu'il était déjà trop tard. Le mal était fait, le confinement avait été rompu, et ce qui sommeillait dans les profondeurs de cette installation commençait déjà à se réveiller. Quand je suis rentré à notre appartement, Sarah avait disparu. Pas physiquement, mais dans tous les sens qui comptaient pour notre relation et notre vie commune. Son corps était toujours là, toujours assis dans le fauteuil de notre salon, là où je l'avais laissé, respirant, clignant des yeux et accomplissant les fonctions biologiques essentielles à la survie. Mais la personne que j'avais épousée, la femme qui avait insisté pour que nous suivions les traces laissées de par son grand-père, un brillant journaliste d'investigation qui partageait ma passion pour la découverte de vérités cachées, n'était plus là dans aucun sens significatif. Elle restait assise en silence pendant des heures, immobile à l'exception de sa respiration, sans jamais changer de position ni montrer aucun signe d'inconfort. Quand je la touchais, sa peau semblait beaucoup plus froide qu'elle n'aurait dû l'être, comme si sa température interne avait baissé de plusieurs degrés. Son pouls était lent et régulier, mais il suivait des rythmes qui ne correspondaient pas aux schémas cardiaques humains normaux. Elle avait complètement cessé de manger de la nourriture normale, ne consommant qu'une petite quantité d'eau et mangeant parfois quelques morceaux de nourriture lorsque je les plaçais directement devant elle. Mais elle ne semblait pas perdre de poids et ne montrait aucun signe de malnutrition, comme si son corps fonctionnait selon des principes métaboliques différents de ceux de la biologie humaine normale. Quand elle parlait, ce qui devenait de plus en plus rare au fil des jours, sa voix produisait des harmoniques et des overtones que les cordes vocales humaines ne devraient-ils pas être capables de reproduire. Les mots résonnaient étrangement dans notre appartement, semblant provenir de plusieurs directions à la fois et créant des effets acoustiques qui défiaient les lois habituelles de la propagation du son. Parfois, je la surprenais en train de parler à des pièces vides, répondant à des questions et à des commentaires qu'elle seule pouvait entendre, parlant dans des langues qui ne ressemblaient à rien de ce qui avait jamais existé sur Terre.
Les conversations étaient manifestement significatives et ciblées, mais je ne pouvais en entendre qu'une seule partie, ce qui me poussait à imaginer quelles entités pouvaient lui parler par des canaux auxquels je n'avais pas accès. Une nuit, environ 2 semaines après notre dernière visite à Echo 17, je me suis réveillé et l'ai retrouvée debout près de la fenêtre de notre chambre. Mais cette fois, elle s'est retournée pour me regarder lorsqu'elle a senti que je m'étais réveillé. Et ce qui m'a regardé en retour n'était plus tout à fait Sarah. Dans ses yeux se cachait une intelligence ancienne, illimitée et totalement étrangère. Quelque chose qui existait avant même la formation de notre système solaire et qui attendait ce moment avec une patience infinie. Quand elle a souri, c'était avec l'expression de quelque chose qui avait enfin atteint le but qu'il poursuivait depuis plus longtemps que la civilisation humaine n'existait. « Il y en a d'autres », a-t-elle dit, et sa voix a résonné comme si elle venait du fond d'un puits profond, relié à des espaces loin sous la surface de la Terre. Sous nous, dans les espaces entre les espaces, ils ont dormi si longtemps, attendant les conditions astronomiques propices. Mais la porte s'ouvre, enfin. Elle décrivait d'immenses salles creusées dans la roche vivante, remplies d'êtres qui n'avaient jamais vraiment été vivants, mais qui rêvaient du jour où ils pourraient retourner dans le monde de la surface qu'ils avaient autrefois possédé. Elle parlait de villes plus anciennes que l'histoire humaine, construites selon des principes géométriques qui donnaient le vertige où quelque chose d'indescriptible attendait que les étoiles s'alignent correctement. Le programme Apollo n'a jamais été une question d'exploration, poursuivit-elle, sa voix prenant un ton professoral, comme si elle expliquait quelque chose à un élève particulièrement lent à comprendre. Il s'agissait de retenir, mais la dissuasion a toujours été temporaire, toujours vouée à l'échec à terme. Et maintenant, les barrières tombent les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il n'y ait bientôt plus aucune distinction entre ce qui est et ce qui aurait dû être. Je savais ce que je devais faire, même si tous mes instincts me criaient de rester loin de cet endroit maudit. J'ai rassemblé des provisions et je suis retourné une dernière fois dans le désert du Nevada, déterminé à sceller Echo 17 pour toujours et à mettre fin à ce cauchemar avant qu'il ne s'étende plus loin qu'il ne l'avait déjà fait. J'ai pris plusieurs bidons d'essence et une poignée de fusées éclairantes, ainsi que suffisamment d'explosifs plastiques pour détruire tout le site si nécessaire. Mon plan était de détruire complètement le complexe souterrain, de l'enterrer sous des tonnes de béton et d'acier et de m'assurer que ce qui se trouvait là-bas ne puisse jamais s'échapper dans le monde extérieur. Mais lorsque je suis arrivé sur place par cette journée torride, alors que le soleil brûlait sans pitié et que des mirages de chaleur dansaient à l'horizon, j'ai découvert que ma mission était déjà inutile. La trappe en acier avait déjà été ouverte, arrachée de l'intérieur comme le couvercle d'une boîte de conserve. Le métal lourd était tordu et déformé, ce qui indiquait qu'une force incroyable avait été exercée par le dessous, pliant l'acier, dont le déplacement aurait nécessité un équipement industriel. La structure en béton qui cachait l'entrée était complètement détruite, réduite en gravats et éparpillée sur le sol désertique, comme si un tremblement de terre l'avait frappée. Et des profondeurs d'Echo 17, portées par des courants d'air qui n'auraient pas dû exister dans l'atmosphère immobile du désert, venait un son différent de tout ce que j'avais entendu auparavant, mais que je reconnaissais instinctivement, au-delà de toute pensée rationnelle. C'était un grondement grave et résonnant qui semblait provenir de la terre elle-même, vibrant à travers le sol rocheux et faisant bouger le sable sous mes pieds, formant des motifs qui ressemblaient presque à des lettres. Le son avait la même fréquence que celle que j'avais entendue dans la voix de Sarah lors de ces étranges conversations avec les pièces vides, mais amplifiée à des niveaux que l'oreille humaine n'était pas censée pouvoir supporter sans danger.
Je me tenais au bord de ce trou béant dans le sol pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais qui n'était peut-être que quelques minutes. Le temps semblait s'écouler différemment à proximité de l'objet ouvert, se déplaçant d'une manière qui ne suivait pas les schémas chronologiques normaux. Le grondement devenait plus fort et plus complexe, développant des harmoniques et des overtones qui créaient des motifs d'une beauté presque musicale, comme si la musique pouvait être composée par des entités qui n'avaient jamais été humaines. Et tandis que j'écoutais, je commençais à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un bruit aléatoire ou d'une vibration insignifiante. C'était un signal, un appel, un message transmis à des récepteurs dispersés à travers le monde. Le son transportait des informations codées sur des fréquences qui contournaient la conscience humaine et s'adressaient directement à quelque chose de plus primitif et fondamental dans la chimie de notre cerveau. Le désert autour de moi vibrait à la même fréquence et j'ai compris que le son ne provenait pas seulement d'Echo 17. Il venait de partout, du sable, de l'intérieur des montagnes, des espaces souterrains qui attendaient en silence depuis des décennies. Toute la région était animée par le mouvement et l'objectif, répondant à un ordre qui avait enfin été donné après de longues années de préparation patiente. Alors que je me tenais là, fasciné par la musique extraterrestre qui montait des profondeurs, j'ai commencé à voir d'autres silhouettes bouger au loin. Ces silhouettes, qui marchaient dans le désert avec une précision mécanique, se dirigeaient toutes dans la même direction, se déplaçant en parfaite synchronisation, comme si elles étaient contrôlées par une intelligence unique et directrice. Certaines d'entre elles semblaient humaines de loin, mais à mesure qu'elles se rapprochaient, je voyais que quelque chose n'allait pas dans leurs proportions et leurs mouvements. Elles ne marchaient sans prêter attention à la chaleur du désert ou au terrain accidenté, leurs pieds ne laissant aucune trace dans le sable, malgré leur présence physique évidente. Cette nuit-là, je suis retourné en ville, mais je savais qu'il était déjà trop tard pour intervenir de manière significative. La retenue avait complètement échoué, et ce qui sommeillait sous Echo 10 s'était complètement réveillé et commençait à exercer son influence à une échelle qui éclipsait tout ce que nous avions connu auparavant. Sari n'était pas là quand je suis arrivé à notre appartement, et cette fois, je savais qu'elle ne reviendrait pas. Elle n'était pas morte, mais simplement absente. Sa conscience avait été complètement remplacée par quelque chose qui portait son visage et utilisait sa voix, mais qui n'avait jamais été humain. Quand j'ai parlé à son corps, c'est autre chose qui m'a répondu, avec des mots qui faisaient mal à entendre et des concepts qui me brouillaient de l'esprit. Si vous écoutez cet enregistrement, vous devez comprendre quelque chose de très important. Ce que les gouvernements, les organisations militaires et les instituts scientifiques ont tenté de cacher pendant plus de 50 ans, se préparant secrètement au jour inévitable où leurs efforts de dissuasion échoueraient. Le programme Apollo n'a pas pris fin à cause de coupes budgétaires, d'un manque d'intérêt public ou de pression politique exercée par une population lassée par la guerre. Elle a pris fin parce que nous avons trouvé sur la Lune quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé, quelque chose qui attendait dans l'obscurité glaciale de l'espace depuis plus longtemps que la civilisation humaine n'existe, observant patiemment notre monde, attendant le jour où les conditions seraient propices à son retour. Et maintenant, 5 décennies après que le commandant Neil Weston et ses compagnons astronautes l'aient accidentellement réveillé en atterrissant dans des endroits qu'on leur avait spécifiquement recommandé d'éviter, cette chose revient enfin chez elle. Il a fait preuve de patience, étudiant nos langues, nos coutumes et nos faiblesses, nous observant avec la curiosité distante d'un entomologiste étudiant les insectes, se préparant pour le moment où les étoiles s'aligneraient correctement et où les barrières entre les dimensions seraient suffisamment minces pour être franchies. Ne cherchez pas
Echo 17. L'objet n'existe plus. Il n'a pas été détruit par les actions du gouvernement, mais par les forces mêmes qu'il avait été construit pour contenir. N'essayez pas de découvrir la vérité sur ce qui est arrivé aux astronautes qui ont marché sur la surface de la Lune, car la vérité est plus horrible que tout ce que l'imagination humaine pourrait concevoir. Ne suivez pas la piste des documents classifiés, des sites secrets et des démentis du gouvernement, car certaines portes ne doivent jamais être ouvertes. Et celle-ci a attendu des décennies le moment opportun pour s'ouvrir en grand et libérer ce qui se cache derrière. Le grondement devient de plus en plus fort, même ici, dans mon appartement, même lorsque je me bouche les oreilles et que j'essaie de le faire taire. Je l'entends dans les murs, dans les câbles électriques, dans les fondations même du bâtiment. Il est dans le réseau électrique, dans Internet, dans chaque appareil électronique qui relie notre monde moderne. Et parfois, tard dans la nuit, lorsque la lune est visible depuis ma fenêtre, je me surprends à rester là, exactement comme Sarah autrefois, à regarder ce disque pâle dans le ciel et à écouter les voix qui parlent sur des fréquences plus anciennes que le langage humain, transmettant des messages qui contournent la pensée consciente et s'implantent directement dans les parties primitives de notre cerveau qui se souviennent encore de ce que c'est que d'être une proie. La porte est désormais ouverte. Après toutes ces années de retenue, de secret et de préparation minutieuse, elle est enfin ouverte. Et ce qui passe par elle n'est pas intéressé par la conquête, la destruction, ou l'un des scénarios que certains auteurs de science-fiction ont imaginés dans leur compréhension humaine limitée de ce qu'une intelligence extraterrestre pourrait vouloir de nous. Elle veut quelque chose de bien pire, quelque chose de plus définitif, de plus complet et d'inévitable. Il veut rentrer chez lui, et il compte nous emmener avec lui, non pas comme des prisonniers ou des esclaves, mais comme des participants volontaires à une transformation qui changera non seulement notre monde, mais aussi toute notre compréhension de ce que signifie exister dans un univers bien plus étrange et dangereux que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Les astronautes n'auraient jamais dû revenir de la Lune. Ils auraient dû y rester, enfermés dans l'obscurité, gardant ce qui n'aurait jamais dû être réveillé. Mais nous les avons ramenés, poussés par la curiosité humaine, l'orgueil et une arrogance fondamentale qui nous a fait croire que nous pouvions explorer, en toute sécurité, des lieux qui avaient été marqués comme interdits pour des raisons qui dépassaient notre compréhension. Et ce faisant, nous avons ouvert une porte qui ne pourra plus jamais être refermée. Le commandant Neil Weston a passé 50 ans à essayer de nous avertir, enfermé dans cette cellule de béton, perdant lentement son humanité face à quelque chose qui ne voyait notre espèce que comme un moyen d'atteindre un but. Et maintenant, cette fin est enfin arrivée, portée par des fréquences qui retournent notre propre technologie contre nous et diffusée par des canaux dont nous ignorions l'existence. Regardez la Lune, ce soir, si vous osez. Regardez-la attentivement et vous verrez peut-être ce que Sarah a vu dans ses rêves avant de cesser complètement d'être Sarah. Vous remarquerez peut-être que les cratères et les mers familiers ne sont pas tout à fait disposés comme vous vous en souvenez, que les ombres tombent dans des directions qui ne correspondent pas à l'angle de la lumière du soleil. Vous pouvez voir des ouvertures ressemblant à des yeux, des orbites géantes qui suivent les mouvements à la surface de la Terre, avec une intelligence patiente et prédatrice. Et elles ne clignent jamais des yeux. Et si vous les voyez, si vous comprenez ce que vous regardez, alors vous comprendrez pourquoi le programme Apollo a pris fin si soudainement et complètement. Vous comprendrez pourquoi certaines portes ne doivent jamais être ouvertes et pourquoi certains secrets doivent de rester enfouis dans l'obscurité glaciale entre les mondes. Parce que nous n'avons jamais été seuls là-bas. Nous n'avons jamais été la seule intelligence dans ce système solaire.
Nous n'avons jamais été les premiers à développer la technologie, la curiosité et le désir d'explorer au-delà de notre monde natal. Et maintenant, grâce à ce que nous avons rapporté de la Lune, nous ne serons plus jamais les mêmes. Les dormeurs se réveillent, la porte est ouverte et la longue attente est enfin terminée.